On n'est pas sorti des renseignes. C'est la galère. Salut à tous et bienvenue sur Radio Alliance Plus et Rage pour un nouvel épisode dont on n'est pas sorti des ronces. Aujourd'hui c'est un épisode spécial qui est dans la continuité de l'épisode sur le nucléaire, puisque c'est un format un peu à part parce que j'accueille Benjamin, donc ingénieur neutronique à Framatome, et Victor, chargé de projet donc dans les énergies renouvelables. Et il est encore plus spécial car je vais laisser exceptionnellement les rênes à Victor dans cette première partie pour qu'il puisse poser ses propres questions à Benjamin. C'est un exercice étonnant, mais j'en suis persuadé qu'il sera plus que passionnant. Salut à vous deux. Salut Jordan. Bon bah Victor, tu connais un peu la maison, hein, t'étais déjà venu pour l'épisode 1. Donc je vous propose de vous présenter chacun votre tour pour dissocier un peu les voix. Et ensuite, je vous laisse lancer les hostilités. Salut Jordan, salut Victor. Du coup, moi c'est Benjamin Cuxac, ingénieur neutronique chez Framatome, donc dans la sûreté nucléaire. Et j'ai 26 ans et je fais ça depuis maintenant 2-3 ans. Et moi, Victor, ça fait 2 ans que je travaille dans un bureau d'études dans les énergies renouvelables. J'ai fait mes études liées à ça. J'ai un peu travaillé dans le domaine du nucléaire. Donc c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir te poser ces questions. Et je te remercie beaucoup de me laisser l'opportunité de faire ce type d'exercice. Il n'y a pas de problème. Bon bah moi je vous retrouve tout à l'heure. Très bien. Alors, donc, je sais que vous avez abordé beaucoup de sujets différents lors du premier entretien que vous avez eu tous les deux avec Jordan. Je voulais savoir, première question, on a parlé de sûreté nucléaire. J'aimerais bien savoir tout simplement qu'est-ce que c'est la sûreté nucléaire. Oui, alors la sûreté nucléaire, c'est toutes les mesures relatives à la conception, à la construction, mais également au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement de ce qu'on appelle les INB. Les INB, ce sont les installations nucléaires de base. Et du coup, dedans, on retrouve les usines, mais aussi également du coup les centrales. Et en fait, du coup, la sûreté nucléaire, ça fait partie du plus grand scope qui est la sécurité nucléaire et qui englobe aussi d'autres choses comme la radioprotection, l'antiterrorisme et les actions de la sécurité civile en cas de besoin, en cas d'accident par exemple. Donc la sûreté nucléaire n'est pas spécifiquement liée à la radioactivité. Non, ça peut être. En tout cas, spécifiquement moi, je traite de tout ce qui est incident et accident dans les conditions, en fait, les transitoires accidentels des réacteurs. D'accord. Bon, tu tournes très bien parce que c'est ma prochaine question. On parle d'incident nucléaire, on parle d'accident nucléaire. Mhm. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce que ça veut dire? Bien sûr. Alors en fait, il faut savoir qu'il existe une échelle spécifique au nucléaire, un petit peu comme l'échelle de Richter pour les tremblements de terre, qui s'appelle l'échelle INES pour International Nuclear Event Scale. Et en fait, cette échelle a été mise en place en 91 par l'IAEA, qui est une agence internationale, qui est une agence onusienne d'ailleurs, de l'énergie atomique. Et en fait, cette échelle, elle va de 0 à 7, il y a 1000 niveaux. Et en fait, elle, elle est à destination du public et des médias. Donc c'est une échelle qui est subjective, puisqu'elle ne représente pas en fait vraiment la probabilité d'occurrence d'un événement, mais plus en fait juste un ordre d'idée un peu de la hiérarchie de ces différents événements-là, quoi. Et en fait, l'échelle 0, si tu veux, ça n'a aucun impact sur la sûreté. 1, c'est une anomalie. 2, c'est un incident, par exemple la contamination légère d'un travailleur. Et en fait, jusqu'à 3, c'est un incident grave. Et après, à 4, on appelle ça accident. En fait. Et ça va du coup jusqu'à 7. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a eu 2 accidents de niveau 7, Tchernobyl évidemment, et Fukushima. Il y a eu un accident de niveau 5 aussi à Three Miles Island, qui était avant Tchernobyl, mais qui était beaucoup moins médiatisé, parce que c'était dans un contexte de guerre froide. Mhm. Et en France, il y a eu historiquement 2 accidents de niveau 4 à la centrale de Saint-Laurent, sur les filières UNGG de l'époque. Il y a annuellement des centaines d'incidents de niveau 1 ou 2. Mais qui en fait ne représentent pas forcément des Exactement, c'est ça. problématiques Tout à fait. spécifiques. C'est juste qu'il y a une transparence en fait, et du coup, dès qu'il y a un incident finalement de niveau 0 même en France, en fait, l'exploitant donc, est obligé sous 48 heures de déclarer à l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, le gendarme du nucléaire, Mhm. l'événement. Et après, c'est l'ASN qui décide si elle le retransmet aux médias ou pas. Si ça rend public. Et du coup, encore une fois, tu tombes très bien parce que c'est ma prochaine question. Donc, tu parlais d'exploitants, on parle d'EDF, je pense, à l'heure actuelle dans le nucléaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui gravitent autour. Il y a Framatome dont tu fais partie. Il y a l'ASN que tu viens de mentionner qui est l'autorité de sûreté nucléaire. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu tout ce conglomérat d'entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, l'État, le rôle de chacun et surtout le rôle de chacun pour, comme tu disais, la transparence de tout ce qui se passe dans une centrale nucléaire?
Alors du coup, ouais, l'activité nucléaire en France, comme j'en parlais dans le premier épisode avec Jordan, elle est un peu particulière. En fait, le nucléaire civil français, il est public, parce que c'est l'État qui est garant de la sûreté des installations nucléaires. Et en France, du coup, le seul et unique exploitant, c'est EDF. Il y a d'autres pays, comme du coup les États-Unis ou le Japon, où c'est privé, pour le coup. Et du coup, EDF, c'est donc une société à capitaux publics, qui est détenue à 80% par l'État. Et le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, c'est l'autre exploitant, mais du coup pour la recherche. En fait, ils ont des réacteurs, eux, de recherche qui ne sont pas à but électrogène, et EDF détient en fait le monopole de l'exploitation de toutes les centrales nucléaires en France. Donc en fait, si tu veux, on peut un peu répartir la filière nucléaire en 3 acteurs. Du coup, il y a ces exploitants. Après, du coup, il y a les fournisseurs. Donc tu citais effectivement Framatome dont je fais partie, pour le combustible nucléaire et les installations. Il y a Orano aussi, Axareva, qui stocke les déchets de très haute activité, qui participe aussi au cycle du combustible. Mais il y a aussi genre Bouygues, Vinci, pour construire genre tout ce qui est béton, ferraille, acier, etc. du réacteur. General Electric, qui est l'ancien Alstom Power, pour tout ce qui est ce qu'on appelle l'îlot conventionnel. Donc c'est plutôt genre construction de la turbine, tout ce qui est plutôt genre alternateur et transformation de l'énergie en électricité. Et après, du coup, il y a aussi effectivement les organismes de contrôle. Donc il y en a 2 en France. Il y a l'autorité de sûreté nucléaire, l'ACN, qui du coup est un peu dans un rôle de gendarmerie et de contrôle. Et il y a l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui lui est plutôt un rôle d'expert. Et du D'accord, coup, et donc en gros, EDF, comme tu disais tout à l'heure, fournit ses données, dès qu'il se passe quelque chose, fournit ses données à ces organismes plus ou moins publics, qui ensuite, eux, choisissent de divulguer. c'est ça. En fait, si c'est des incidents donc, de niveau 0, c'est vraiment à l'appréciation de l'ASN et en fonction de l'impact médiatique que ça peut avoir. Et par contre, je crois que si c'est de niveau 1, il y a une obligation de faire au moins un communiqué de presse. Niveau 2, tu as obligation de passer un coup de fil à toutes les radios et machin. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc comme ça. Ok, très bien, c'est très clair. Une autre question, donc tu as parlé de Tchernobyl qui s'est passé en 86, Fukushima au Japon en 2011, Three Mile Island c'est peut-être un peu moins connu comme tu disais de par le contexte géopolitique de l'époque. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, alors sans forcément rentrer dans le détail on va dire, mais les raisons de ces accidents, est-ce que ce sont des raisons humaines, des problèmes de conception, voilà, donc, et puis savoir est-ce qu'on a réussi à tirer des enseignements de ces accidents. Du coup, effectivement, les accidents, donc ces 3-là en particulier, il faudrait 1 heure entière pour en parler. Mais ce qu'on peut dire succinctement, effectivement, c'est que à chaque fois, l'humain est responsable d'une partie de l'accident, en fait. Donc pour Tchernobyl, je pense que c'est peut-être plutôt préférentiellement parler de Tchernobyl, puisque c'est vraiment celui qui a eu le plus d'impact sur l'évolution de la sûreté nucléaire dans le monde, en fait. En fait, très succinctement, donc Tchernobyl, c'est l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale du coup, de Tchernobyl, qui était en Ukraine, donc ex-URSS. À l'époque, c'était encore l'URSS. C'était encore l'URSS, absolument. Et en fait, c'est un réacteur du type RBMK. Donc, c'est pas des REP, c'est pas des REB, c'est pas des Candu comme au Canada. C'est une technologie, c'est un modèle soviétique, en fait, qui était du coup conçu au milieu des années 60 et qui est refroidi par de l'eau bouillante. Et ça fonctionne avec de l'uranium enrichi. Et en fait, il y a 3 causes conjuguées pour cette catastrophe. La première cause, c'est pour le coup la filière elle-même. En fait, il y avait des erreurs de conception que les autorités soviétiques avaient mal palpées, en fait. Et en fait, notamment, une de ces erreurs de conception, c'était que ces réacteurs étaient extrêmement instables à faible puissance. Parce qu'il y avait... on peut vraiment pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu long. D'ailleurs, j'invite les gens à regarder des vidéos de l'IRSN qui fait en fait beaucoup d'explications là-dessus, assez techniques, mais plutôt bien vulgarisées. Mais en fait, voilà, le réacteur était dans un état d'arrêt, en fait, où il était du coup instable, et une combinaison de plein d'événements, et surtout d'erreurs humaines qui ont provoqué le drame que l'on connaît. Sachant qu'en plus, il y avait aussi le contexte politique qui, encore une fois, a permis de fournir des éléments complémentaires sur l'explication de l'accident, et notamment que il y avait dans ce contexte de guerre froide une culture du secret et aussi toute une espèce de tendance à vouloir produire du plutonium pour faire des bombes ensuite plus tard. Enfin bref, tout un truc. Après, ce qui est intéressant, c'est les leçons de Tchernobyl. Voilà, bien sûr. Et en fait, effectivement, donc c'est le premier accident grave de l'histoire. Donc le fameux échelle 7 sur l'échelle de l'INES. L'INES qui a été du coup mise en place ensuite. Et ça a vraiment profondément changé la perception qu'on avait de la gestion des accidents. Et ça a mis en exergue plein de problèmes qu'on avait sur la gestion de crise, sur comment les îles pouvaient gérer ces trucs-là aussi.
Et au-delà en fait, de tous les morts et des effets aigus immédiats et directs et indirects que ça a pu avoir, qui sont difficilement d'ailleurs palpables, et même sur les exercices de gestion de crise qu'on met à l'heure depuis, ce qui est vraiment important, je trouve, pour moi, c'est les leçons qu'on a prises sur la transparence de l'information par rapport à ces installations. En fait, il y a vraiment une convention internationale qui a été mise en place dès 86, date du coup de cet accident, pour qu'une information immédiate soit donnée aux personnalités, aux pays concernés, pardon, en cas d'accident grave. Et donc là, tu parles vraiment d'une transparence au niveau du public ou au niveau de l'État ou au niveau de... Au niveau du public, en fait. D'accord. Parce que, en fait, effectivement, j'ai pas précisé ça, mais l'ASN est indépendante de l'État. D'accord. C'est un organisme qui est indépendant de l'État, qui ne répond pas à l'État, et qui, du coup... Et qui émet ses propres jugements. Exactement, c'est ça, d'accord. c'est une autorité indépendante, Mhm. et du coup, en fait, elle a vraiment pour mission d'informer le public, en fait, D'accord. des conséquences que pourrait avoir le nucléaire sur Mhm. leur vie, sur l'environnement, etc. D'accord. Ok, très bien. Dernière question qui va être très difficile à répondre, mais je t'invite à le faire succinctement. Est-ce que donc le nucléaire aujourd'hui est une énergie dangereuse pour l'homme ou pour la nature? Le risque zéro n'existe pas. En fait, ce qu'il faut aujourd'hui arriver à faire, c'est de hiérarchiser en fait nos priorités par rapport à ce qu'on souhaite faire pour traiter l'urgence climatique actuelle. En fait, il faut aussi bien intégrer qu'en France, nos standards de sûreté sont les plus hauts du monde. Donc, ce qui a l'avantage du coup de faire en sorte que du coup, les installations sont sûres. Mhm. Mais il y a des avantages en fait technico-économiques aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les démonstrations de sûreté sont extrêmement difficiles. On vend en fait le PR en est un exemple. C'est vraiment. On pourrait peut-être même dire qu'il est trop sûr. En fait, dans le sens où Où ça faut coûte trop cher en fait Exactement. de tous les arrêts, En etc. fait, c'est ça il faut pouvoir démontrer que si effectivement un avion de ligne s'écrase la tronche dans l'enceinte de confinement, le réacteur ne produit pas de rejet dans l'atmosphère, quoi. Mhm. Alors, démontrer ça théoriquement, c'est quand même Mhm. tout un Oui, truc. je me doute. Et du coup, techniquement, c'est compliqué. On le fait, hein, parce qu'on bénéficie de compétences solides quand même en sûreté. On a un REX de 40 ans d'exploitation des centrales qui permettent d'avoir une bonne idée de comment on peut dimensionner, modéliser des accidents, des transitoires accidentels. Et du coup, ça se fait bien. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, on arrive à démontrer avec des études probabilistes que les risques, effectivement, pour le nucléaire sont encore une fois pas nuls parce que ça n'existe pas, c'est pas possible, Mhm. mais qui sont extrêmement faibles. Mhm. Et que du coup, le jeu en vaut la chandelle, pour moi. Donc en fait, tu mets en exergue la différence entre l'urgence qu'il y a à l'heure actuelle au niveau climatique, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, par rapport à le potentiel risque qu'il peut y avoir par rapport aux installations Bien sûr. nucléaires et par rapport aux déchets en fait qui vont venir. Je pense que vous en avez déjà parlé Dans le premier épisode, dans le ouais. premier épisode, par rapport aux déchets qui du coup seront des problématiques pour les générations futures, mais C'est ça, ouais. qui sont beaucoup moins urgentes. C'est ça. En fait, pour moi, c'est vraiment une histoire de hiérarchisation des priorités. D'accord. Ouais. Et donc, effectivement, le nucléaire civil répond à ce Absolument, besoin. Ok. Très bien, c'est très clair. Question, on va changer un petit peu de domaine, on va parler un petit peu du côté commercial du nucléaire, parce que bien sûr, c'est une industrie. Comme toute industrie, l'objectif est avant tout économique. Le nucléaire français, aujourd'hui, est-ce qu'il s'exporte et dans quelles conditions? Oui, donc on exporte de la technologie française à l'étranger. On a récemment raccordé au réseau enfin donc un EPR à Olkiluoto en Finlande, qui du coup avait subi quand même pas mal de déboires, un petit peu comme Flamanville en France, parce il a eu plusieurs milliards d'euros en plus et il y a eu beaucoup de retard dans le projet parce qu'il avait été lancé à l'époque avec Areva, mais c'est tout un contexte aussi géopolitique qui est très différent. Et il y avait un scandale d'État avec Areva aussi à l'époque qui fait que ça a pris du retard. Mais il a en fait raccordé au réseau. Il y a Taishan, du coup, qui est un EPR aussi qu'on a raccordé au réseau en Chine. Il y a Hinkley Point en Angleterre qui est en train de construire. Il y a des négociations en cours pour Jaitepur en Inde. En fait, le nucléaire français s'exporte très bien. Et d'ailleurs, Framatome fournit en combustible 30% des réacteurs dans le monde. D'accord, effectivement. Ok, donc on peut dire que c'est vraiment une filière d'excellence française, quoi. Absolument. Il me semble que c'est la deuxième ou troisième après l'aéronautique filière française en termes effectivement d'excellence et de retombées économiques. D'accord, très bien. Puisque, juste pour ordre de grandeur, un réacteur nucléaire, quand tu le vends à un pays, tu fais 10 milliards. Oui, d'accord. Ok, alors, récemment, Emmanuel Macron a fait un plan de France 2030, ou COP 2030, je me souviens plus exactement, pour un peu ambitionner les objectifs économiques de la France. Il a parlé notamment de ce qu'on appelle les SMR, donc c'est le Small Modular Reactor. Est-ce que tu peux me dire rapidement qu'est-ce que c'est et à quoi est-ce destiné?
Oui, alors je commencerai par dire que c'est un petit peu bizarre de la part du gouvernement de Macron de parler des SMR maintenant, sachant qu'il a commencé son mandat en fermant 2 réacteurs que l'autorité de sûreté nucléaire indépendante de cet État avait dit qu'ils étaient OK pour l'exploitation de 10 années supplémentaires. D'ailleurs, au passage, des milliards d'euros avaient déjà été utilisés d'argent public pour moderniser cette centrale et la rendre justement opérationnelle et allonger sa durée de vie. Donc là, on parle de Fessenheim, bien On sûr. parle de Fessenheim, bien sûr, D'accord. donc ça a été arrêté. Il a également arrêté le projet Astrid, qui était un projet de réacteur d'un neutron rapide au caloporteur sodium, qui avait comme objectif de continuer un petit peu ce que Superphénix avait commencé à l'époque du gouvernement de Jospin quand ça a été arrêté, également pour des raisons politiques, de ce qu'on appelle fermer la filière de l'uranium et donc de rendre en fait la France dans un certain sens indépendante en uranium. En fait, il finit son mandat en annonçant qu'il va faire 6 nouveaux EPR et construire des SMR. Bon, D'accord, donc, c'est compliqué de savoir ce qu'il pense, D'accord. mais le SMR, qu'est-ce que c'est en fait? Les SMR, le problème c'est que avec ce jeu de ping-pong entre les différents mandats, on était quand même pas mal dans le game avant, et en fait on a pris un retard incommensurable. Actuellement, les États-Unis, ils ont un projet qui s'appelle le projet NewScale, qui est un projet de SMR qui me semble dont le démonstrateur va être fini en 2023. En France, on n'a pas commencé. On a un projet qui s'appelle New World, qui fait longtemps qu'on travaille dessus et compagnie, mais en fait, l'argent il vient, il part, et du coup ça avance pas. Et en Chine, pareil, ils sont super à la pointe là-dessus. Et en fait, l'intérêt d'un SMR, c'est en fait, ça coûte évidemment beaucoup moins cher, donc ça produit évidemment aussi beaucoup moins d'énergie. Mais Donc en on fait, parle de c'est- 50 mégawatts, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, absolument. Alors que normalement, les réacteurs, c'est entre 900 et 1600. Exactement, c'est ça, D'accord. c'est exactement la gamme. Et en fait, l'intérêt, c'est d'en avoir des réacteurs modulaires, comme le nom l'indique. Donc, pour pouvoir en fait, en construire rapidement pour des industries spécifiques, locales, et pour pouvoir un peu. Après, ça pose d'autres problèmes aussi, mais qui sont un peu complexes, qui font que tu décentralises aussi l'énergie. Le réseau n'est pas forcément adapté partout en France pour pouvoir recevoir cette puissance. Bien sûr, mais c'est le même problème que pour les parcs éoliens photovoltaïques, Oui. où en fait on commence à avoir des régions qui avant étaient avant tout consommatrices et qui deviennent productrices également d'électricité, où le réseau doit être également mis en place autour de ça, quoi. Tout à fait. D'accord. À localiser. Est-ce que tu penses que, rapidement, est-ce que c'est destiné à l'export ou c'est plutôt franco-français, le SMR? L'industrie qui va être créée? Ce serait destiné à l'export aussi, je pense. Ouais, Parce d'accord. qu'en fait, en France, je nous vois mal en avoir besoin, honnêtement. Notre réseau est déjà extrêmement fiable et puissant. Et je pense pas qu'on ait besoin de SMR particulièrement. C'est plus pour des pays dont justement le réseau ne peut pas l'atteindre. On parlait de l'Inde tout à l'heure. Mhm. L'Inde, il y a un souci majeur avec le fait de leur vendre des EPR. C'est que l'EPR, il va faire exploser le réseau. Hmm. En fait, Ouais, c'est pas adapté. Hein. en fait, c'est juste que en France, on bénéficie justement grâce à RTE et à EDF depuis plus de 60 ans maintenant d'un réseau très fort, très fiable. Avec Et surtout qui a été construit autour des centrales Et nucléaires. oui, tout à avec fait. des points extrêmement Exactement, centralisés. exactement. Donc avec des fréquences aussi Mm. et des tensions qui sont adaptées à ce réseau-là. Et en fait, dans des pays comme l'Inde, les SMR pourraient être une solution intermédiaire. Notamment pour les très zones intéressante. très reculées, on peut imaginer, par exemple. Tout à fait. Ouais. D'accord. Et du coup, je vous coupe 2 secondes, mais par exemple, en Inde, en Chine, aux États-Unis, le nucléaire actuellement, il est en développement ou c'est. En Chine, il est extrêmement développement. Ils ont multiplié non, je vais dire un chiffre au hasard, je vais pas dire de chiffre, mais leur parc nucléaire est en constante évolution. Ils construisent énormément de centrales. Ça tombe bien parce qu'en plus, c'est un pays qui a énormément de centrales à besoins. charbon actuellement et qui en plus a beaucoup de besoins. Alors après, effectivement, une centrale nucléaire en France, nous, c'est super parce que une centrale t'alimente 2 millions de foyers. Sur 60 millions, ça commence à être pas mal, tu vois. En Chine, ils sont à 1,5 milliard, donc va falloir en mettre plusieurs, quoi. Donc, toi, ton avis, c'est que, par exemple, s'ils veulent réduire leur impact carbone, ces pays-là, ils doivent développer beaucoup plus ce nucléaire-là Bien sûr. Ouais. En plus, la Chine a... on peut enchaîner avec rapidement sur Flamanville, mais effectivement, la Chine bénéficie pour le coup d'un atout majeur, c'est que eux, ça fait 30 ans qu'ils construisent pour tout le monde. Donc ils savent construire. Et ils ont énormément de connaissances pour ça. Et du coup, leurs EPR, notamment Taishan, là, c'était un peu une leçon pour nous. C'est qu'en fait, on leur a dit, regardez, coucou, on vous vend ce truc-là, on a cet EPR, et en fait, ils l'ont construit d'une main de maître. Et en fait, ça fait pas de figure avec la France par rapport à Flamanville. Parce qu'en fait, nous, cette compétence-là, on l'a perdue, parce qu'on a construit des réacteurs pendant 30 ans, on a fait des séries à n'en plus finir, on a fait 60 réacteurs, on s'est arrêté le jour au lendemain. Il y a eu une mauvaise transmission des connaissances, et toutes les personnes qui avaient ces connaissances sont parties à la retraite. Et en fait, aujourd'hui, on n'a plus ces connaissances-là, et du coup, Flamanville était un petit peu en débours à cause de ça. Donc ça va se finir, hein, mais ça a pris un retard fou, ça a pris énormément d'argent qui n'était pas censé être mis dedans aussi. Et en fait, en Chine, ils sont capables de construire beaucoup mieux. Et du coup, c'est vraiment intéressant pour eux de faire des réacteurs EPR en série. Oui. Et je vais me faire un peu avocat du diable, mais si on commence à développer des centrales nucléaires en Chine, en Inde, aux États-Unis, est-ce qu'on va pas tout simplement multiplier les risques d'incidents ou d'accidents, ce que vous disiez tout à l'heure? En fait, ça dépend de ce qu'on construit, mais effectivement, donc nous, si on vend des EPR
les EPR, donc ont les plus hauts standards de sûreté. Donc la Chine, ils peuvent se le permettre, donc ils le font. Et du coup, en fait, je pense que pour revenir sur cette histoire de hiérarchisation des priorités, en fait, on multiplie peut-être un petit peu le risque d'accident ou d'incident nucléaire, mais on limite beaucoup plus le risque de foutre en l'air notre planète pour des milliers et des milliers d'années à venir, quoi. En limitant du coup l'émission de gaz à effet de serre. Et en plus de ça, ça c'est un sujet qui est souvent abordé dans les médias justement comment on le traite, mais on ne peut pas continuer de croître et d'avoir une demande d'énergie qui est croissante en ne faisant pas en sorte de construire les infrastructures qui permettent de répondre à cette demande. Et le nucléaire, grâce à sa très grande densification de l'énergie, permet de répondre à cette demande-là parce qu'il fournit beaucoup d'énergie. En plus, qui est décarboné. Donc, Alors c'est vrai qu'à l'époque où on a construit tous ces chantiers en France dans les années 70 de construction de nombreux parcs, on n'avait pas encore conscience du changement climatique, etc. C'était vraiment les balbutiements et en fait on se rend compte aujourd'hui qu'en plus de la production que ça fait, ça émet très peu de gaz à effet de serre, donc c'est super intéressant. Par rapport au retard de Flamanville, tu as parlé un petit peu des compétences. Est-ce que tu peux aller peut-être un peu plus loin? Donc la transmission de compétences, tu dis qu'il s'est vraiment mal déroulé entre ceux qui ont fait les premières vagues et ceux qui ont travaillé à l'heure actuelle depuis 2004 sur Flamanville? En fait, c'est vraiment des compétences vraiment métiers du terrain en fait, qui ont été perdues. C'est-à-dire que c'est pas forcément tant dans le design ou dans la conception, dans les études de sûreté elles-mêmes, en fait. Toutes ces phases-là, un petit peu de conceptual design et compagnie, ça s'est fait sur des longues périodes de temps. Donc en fait, les transmissions de connaissances sont plutôt bien faites. Mais c'est vraiment juste sur genre faire des soudures, par exemple, tu vois. En fait, c'est juste ça. Ça, on sait plus faire. Et c'est pas que pour le père. Il y a aussi, par exemple, dans le cadre du grand carénage, donc qui est l'objectif d'augmenter la durée de vie de nos centrales qui commencent un petit peu à vieillir. Eh bien, il faut pouvoir moderniser ces centrales. Et donc, une des parties de la modernisation, c'est aussi de pouvoir remplacer des pièces qui commencent à se faire un petit peu vieilles et qui sont facilement ou pas remplaçables. Et on remplace aussi beaucoup ce qu'on appelle les générateurs de vapeur, qui sont du coup des grandes bonbonnes en fait, qui permettent de transformer du coup l'eau en vapeur pour pouvoir ensuite l'extraire et extraire l'énergie thermique dedans pour faire l'électricité. Et on a remplacé plus d'une trentaine de CGV au cours des 20 dernières années. Et en fait, on a vu justement que plus on les remplaçait, et plus il y avait des pièces des fois qui étaient défectueuses, qu'il fallait refaire avant de les remplacer, parce qu'on perdait cette compétence et qu'en fait, on savait plus faire de soudure, quoi. Donc alors en fait, est-ce que tout simplement, est-ce que la problématique française a été tout simplement de ne pas construire tous les 5 ans des PR et des paires de réacteurs pour pouvoir poursuivre et augmenter les compétences au fur et à mesure, quitte à vendre l'électricité en surplus? Oui, oui. En fait, en plus, on a vu que l'export marchait plutôt bien, donc on aurait pu en plus en construire ailleurs. Et puis surtout avec un réseau européen hyper connecté aujourd'hui, c'est vrai que... Exactement. En fait, c'est vrai que c'est compliqué en fait de savoir exactement ce qui s'est passé ou de pouvoir jauger des conséquences de ne pas avoir construit plus de réacteurs. Mais en fait, en France, jusqu'à avant la fermeture de Fessenheim, on avait 75% d'électricité, maintenant c'est 71%, qui était d'origine nucléaire. Bon, après, de là à monter à 100%, c'est pas forcément utile non plus. Surtout que les intermittences peuvent se révéler utiles aussi quand on veut piloter d'une autre manière. Et pour le réseau RTE, c'est intéressant aussi d'avoir accès à ces sources-là. Mais ce qui est certain, c'est que, en fait, c'est pas tant ça le problème. C'est pas le fait d'avoir arrêté de construire, mais c'est le fait d'avoir arrêté d'avoir une vision long-termiste, en fait. Parce que à l'époque, il n'y avait pas que des REP. On avait aussi un État stratège qui réfléchissait au cycle de l'uranium sur le très long terme, parce que l'uranium, c'est pas une denrée inépuisable. L'uranium, actuellement, à la vitesse à laquelle on consomme, on en a pour 130 ans. Ça va vite quand même. Hein. Et tu parles de la consommation française ou consommation mondiale? Mondiale, c'est 130 ans. Ça va arriver très vite. Et en fait, déjà, il y a déjà 30 ans, ils savaient ça. Ils étaient déjà en train de prévoir la suite. Et c'était du coup le fameux réacteur Superphénix qui avait comme objectif de créer ce qu'on appelle du MOX. Donc le MOX, c'est un combustible qui est un mélange d'uranium et de plutonium et qui a des propriétés différentes. Et après, en fait, les étapes suivantes, c'était de faire des réacteurs à neutrons rapides, avec des colporteurs sodium, par exemple, comme le projet Astrid était un démonstrateur qui était presque fini, avant qu'il soit annulé pour des raisons politiques. Et en fait, l'objectif de ces trucs-là, après, c'était de pouvoir brûler les déchets et d'utiliser le plutonium en tant que combustible pour pouvoir en fait faire un cycle fermé, si tu veux. C'est qu'en fait, du coup, tu avais les centrales classiques qui utilisaient l'uranium pour
du coup pour produire l'énergie, etc. Et après, l'uranium, en fait, faut un peu voir ça On comme une utilisait espèce les de... déchets des autres centrales pour alimenter les nouvelles Exactement, centrales. exactement. Et du coup, Ouais. tu fermais le cycle et alors, tu divisais par 10 le nombre de déchets. Hmm. Et surtout, tu passais en fait de 130 ans d'estimation d'uranium restant à plusieurs milliers d'années. Oui, parce qu'en fait, on a des stocks ok, d'accord, très larges. Ok, très bien. Alors, tu nous as parlé rapidement du grand carénage. Tu peux nous expliquer en quelques minutes. Le grand carénage, c'est le projet de EDF sur 10 ans qui vise à moderniser et à rénover toutes nos centrales nucléaires. D'accord. Est-ce Afin que c'est une d'augmenter demande de la l'endurance de vie. SN ou est-ce que c'est une volonté étatique? C'est une volonté étatique, je pense, parce qu'ils sont quand même pas fous. En fait, j'ai un chiffre intéressant. C'est que si jamais aujourd'hui tu ne fais pas le grand carénage, ça suppose du coup que les réacteurs qui arrivent à 40 ans, il faut les fermer. Donc dès maintenant, tu perds 5 gigawatts tous les ans. Sur 63. D'accord. Donc en fait, c'est impératif. Il faut absolument pouvoir prolonger la durée de vie de la centrale. D'accord. Et est-ce que ce concarénage est vraiment quelque chose sur l'ensemble de la centrale nucléaire ou est-ce que c'est vraiment des éléments spécifiques? Tu parlais des générateurs de vapeur tout à l'heure. Comment ça se passe? C'est l'ensemble des centrales. D'accord. C'est un sujet qui est techniquement très, très ambitieux. Donc il y a toute une partie d'EDF qui travaille qui est spécifiquement là-dessus. D'accord. Et en fait, ça correspond à plein de trucs. C'est la maîtrise du vieillissement des matériaux, la prolongation de leur exploitation. C'est les technologies innovantes, par exemple, des nouvelles stratégies de maintenance, une meilleure exploitation. En fait, c'est vraiment... En fait, si tu veux, aujourd'hui, la situation du parc français, c'est que du coup, donc, comme je disais, en fait, il y a ce qu'on appelle donc, des visites décennales. Donc tous les 10 ans, la SN a dit toc toc, bonjour, c'est la visite médicale. On ferme et je regarde. c'est un peu Ok. ça. Et du coup, en fait, nos réacteurs, du coup, on a plusieurs paliers, on a plusieurs puissances, plusieurs modèles. On a une trentaine sur nos 58 réacteurs, trentaine de réacteurs qui sont de palier 900. Après, on en a une vingtaine qui sont de palier 1300. On en a 4 qui sont des paliers N4. Et on a un EPR en cours de construction. Et en fait, les visites décennales numéro 2 sur les paliers 900 et 1300 ont été faites. C'est en cours sur le palier N4. Il y a une visite décennale numéro 3 qui est en cours sur les paliers 900 et 1300. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque visite décennale, donc tous les 10 ans, EDF a une volonté particulière par rapport à sa gestion du cycle et du combustible aussi de dire bon voilà, tel palier, en fait, Ça m'arrange un peu. ça m'arrange un peu qu'on fasse comme D'accord. ça et compagnie, etc. Donc bonjour Framatome, démontrez-nous que la sûreté pour les 10 prochaines années, avec ce qu'on a prévu de faire sur les 10 prochaines années, est OK. Et du coup, on fait un examen de sûreté qu'on présente ensuite à de l'autorité de sûreté qui dit OK, c'est bon pour nous, on y va. Encore une fois, la SN avait dit OK pour Fessenheim. Et du coup, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, aussi dans le cadre de ces visites décennales, c'est aussi l'occasion, du coup, de moderniser des systèmes de sauvegarde, des systèmes de sûreté, de dire, bon voilà, en fait, pendant 10 ans, on a fait comme ça, on a eu des règles pendant 10 ans, on a dit, ça, c'était un peu limite quand même, on était un peu dans le flou, on sait pas trop comment faire, donc tac, on va faire un programme là-dessus. Je sais pas, la meilleure compréhension de la dilution du bord pour contrôler la réactivité, des meilleure gestion de l'insertion des grappes dans le cœur, pareil, pour réguler la puissance, permettre de descendre ou de monter en puissance de manière plus sûre, sans accumuler ce qu'on appelle du xénon, par exemple, dans le cœur qui pourrait l'empoisonner. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé à Tchernobyl et ce qui a provoqué l'explosion. D'accord, donc on va dire ils ciblent différents sujets qu'ils souhaitent améliorer, ils profitent de ces visites décennales-là pour le faire. Exactement. La sûreté est constamment améliorée. Et en fait, ces réacteurs-là qui ont été créés, qui sont des réacteurs de génération numéro 2, en fait, aujourd'hui, ils peuvent atteindre des standards de sûreté similaires à celui de l'EPR, grâce aux visites décennales et à la modélisation constante de ces centrales. Donc ça veut dire que d'un côté, on a l'État qui investit dans le grand carénage pour augmenter la durée de vie des centrales, et le même État qui ensuite ferme les centrales de Fessenheim qui sont alors... Pour des raisons politiques, oui, absolument. D'accord. Et d'ailleurs, ce dit en passant, les centrales de Fessenheim, du coup, en 2021, t'avais un mec qui pouvait pas allumer son frigo en Haute-Savoie, quoi. Tu vois, en France, dans la 6e puissance mondiale, et dans le même temps, il a fallu réouvrir des centrales à charbon pour qu'ils puissent le faire. On en reparlera tout à l'heure avec Jordan. On a parlé du grand carénage, on a beaucoup entendu parler dans la récente actualité du projet Hercule, qui est, bon, j'avoue que j'ai pas tout compris, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qu'il en est? Bien sûr. Le projet Hercule, c'est très important pour nos concitoyens en général de vraiment comprendre ce qui se passe. En fait, Hercule, c'est le grand projet de Macron de l'Europe, en fait, de manière générale, de privatiser une partie d'EDF. Donc l'ouverture à la concurrence, ça fait partie de ça. Exactement, c'est D'accord. exactement ça. En fait, donc EDF, qui était jadis un géant français, s'affaiblit de plus en plus à cause de toutes ces politiques-là. En fait, EDF, c'est né après la Seconde Guerre mondiale d'une volonté de l'État de nationaliser l'électricité, en fait.
Et c'était une stratégie de long terme qui visait, en commençant par des barrages et ensuite en passant avec des centrales nucléaires, d'assurer et de monopoliser la distribution pourquoi viser ça? Pour que les retombées en fait s'expriment directement sur les factures, si tu veux. En fait, c'est que si l'État était le seul investisseur et que EDF était le seul exploitant, ça faisait un cercle vertueux où du coup après sur les factures ça retombait, c'était pas cher et c'était cool. Et d'ailleurs grâce à ça aujourd'hui on a encore, même si les prix font qu'exploser, notre électricité est encore une des moins chères en Europe et surtout la plus décarbonée. Puis il y a eu l'Europe. En fait les gouvernements européens ils ont signé de quoi ouvrir le marché de l'électricité aux entreprises privées. Donc en 2004, première Qui date, n'était pas du tout à l'avantage de la France, mais peut-être à l'avantage d'autres pays européens. Exactement. En fait, en 2004, EDF perd son monopole parce que le marché est ouvert aux professionnels et aux collectivités locales. Après, en 2007, il y a la fourniture aux particuliers est ouverte à la concurrence. Donc, par exemple, c'est là qu'on a commencé à voir des mecs comme Total et Direct Energy pouvoir distribuer l'électricité. Sauf qu'il faut vraiment bien comprendre que ces mecs-là ne produisent pas d'électricité. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils la vendent à des consommateurs. En fait, ils achètent l'électricité sur une espèce de zouk de l'électricité, tu vois, une espèce de plateforme, une espèce de marché, tu vois, un peu comme les cryptos maintenant aujourd'hui, tu vois. Et en fait, c'est des traders les mecs. En fait, ils attendent, en fait, ils regardent le prix de l'électricité, ils l'achètent quand elles sont plus bas, et après ils la refont. Ils n'ont aucun moyen de stockage, aucun moyen de production. Non, pas du tout. Ce sont les traders. Et en fait, en 2010, il y a eu le coup de grâce qu'on appelle l'AREN, dont on a entendu parler récemment encore aujourd'hui. C'est ça, parce qu'ils ont changé un peu le prix. C'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, l'AREN. En fait, la loi oblige, depuis 2010, EDF à vendre un quart de sa production nucléaire à un prix fixe faible, qui était à l'époque de 42 € au mégawattheure et qui aujourd'hui est de 46,5. Est-ce que c'est le prix de revient à l'heure actuelle? Non. Donc ça veut dire qu'ils perdent de l'argent en vendant. Absolument. En fait, de cette manière, les concurrents d'EDF... Sans parler du prix du marché, bien sûr. Sans parler du prix du marché, c'est ça. Mais en fait, c'est par rapport au prix du marché. C'est qu'en fait, les concurrents d'EDF, ils achètent, quand ils le veulent, à l'électricité à bas prix. Et pour les revendre au prix du marché. Pour les revendre au prix du marché, en fait. Et la conséquence, c'est que comme depuis le prix de l'électricité il fluctue sur le marché, et dès que c'est au-dessus, ils achètent EDF, et dès que c'est en dessous, ils achètent au prix du marché. Et du coup, bref, EDF, donc, en fait, perte énorme, forcément en perte de compétitivité par rapport à ses concurrents. Et en plus de ça, la reine n'a pas été revalorisée en 10 ans. Et là, elle était enfin revalorisée et ils ont augmenté le prix. Et du coup, c'est en fait toute cette machinerie capitaliste artificielle, elle permet aux concurrents d'EDF d'être un tout petit peu plus concurrents qu'EDF. Est-ce que, juste pour rebondir, on reviendra sur les coûts de l'électricité un peu plus tard, est-ce que ça a permis quand même de baisser les prix ou pas du tout? C'est ça qui est génial, non. D'accord. Les prix ont monté. En fait, c'est ça qui est exceptionnel. C'est ça qui est exceptionnel en fait. La conséquence, c'est que la part du marché des fournisseurs en fait sur alternatif a fait que grimper et grimper. Et aujourd'hui, tu peux acheter l'électricité à Leclerc, quoi. On marche sur la tête. Et en fait, EDF a perdu un quart de ses clients. Or, comme j'ai dit au début, l'intérêt justement d'EDF, c'est que du coup, comme l'État était le seul investisseur et que EDF était le seul exploitant, les retombées sur facture étaient immédiates. Donc en fait, EDF perd des clients. Donc les retombées, elles sont pas bonnes. Pendant qu'ils vendent l'électricité à bas prix à des fournisseurs qui vont la vendre à prix. Okay. Qui d'ailleurs sont des fournisseurs privés, et donc en fait, eux, c'est les actionnaires qui s'en mettent plein les poches. Bon, c'est une très belle conclusion. Je laisse Jordan continuer. Merci beaucoup tous les deux. Merci beaucoup. Franchement, pour cette première partie, c'était vraiment, vraiment passionnant. On se fait une petite pause musique et on se retrouve juste après tous les trois. À de suite. Nothing ever happens, I lost all my passion, I just keep crashing, living on my rations, the bullets and the roses, devil and the poses, don't know where my ghost is, don't know where my home is, guess we never chose this, I'm in the sea with Moses, looking for my roses, guess it's never hopeless, the bullets and the passion, devil and the poses, this has never happened, nothing ever happens, nothing ever happened, the bullets and the rations, I'm looking for my passion, I just keep crashing. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Just keep crashing, living on my rations, the bullets and the roses, devil and the poses, don't know where my ghost is, don't know where my home is, guess we never chose this, I'm in the sea with Moses, looking for my roses, guess it's never hopeless, the bullets and the passion, devil and the poses, this has never happened, nothing ever happens, nothing ever happens, daytime, nighttime, nighttime, daytime, we do it all at the same time, daytime, nighttime, nighttime, daytime, we do it all at the same time, daytime, nighttime, nighttime, daytime, we do it all at the same
at the same time. Bullets in the rosy, bullets in the ration. Devil in the nosy, I'm looking for my passion. Leaves in the hosey, I just keep crashing. We never chose it, nothing ever happened. I don't know where my ghost is. Bullets in the ration, I don't know where my home is. Just keep crashing, guess we're nearly lonely. I'm looking for my passion. Devil in the posy. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Benjamin et Victor. C'était vraiment passionnant cette première partie et je vous laisse finir sur le projet Hercule. Pour terminer, qu'est-ce que c'est le projet Hercule ? Donc voilà, donc le projet Hercule, effectivement, donc, j'ai introduit un peu tout ce contexte déjà de démantèlement un peu d'EDF, déjà actionné par l'Europe. Et en fait, en 2019, il y avait tellement de fournisseurs alternatifs que le quota donné par l'AREN ne suffisait plus. Donc, ils se sont dit quoi ? Ils se sont dit, on va monter artificiellement les prix d'EDF pour que les autres restent concurrents. Donc en fait, en gros, ce qu'on nous a dit, c'est qu'on met en place de la concurrence pour faire baisser les prix. Et là, pour maintenir la concurrence, on fait monter les prix. Et donc en fait, c'est à la fin, tu payes plus cher, quoi. Et en fait, Hercule, c'est le coup de grâce, en fait. C'est la volonté d'Europe de découper EDF en 3 morceaux. Il y a EDF Bleu, qui en fait regrouperait RTE, donc le réseau de transport d'électricité, le nucléaire et la dette de 40 milliards, qui serait 100% public. Après, il y a EDF Azur, qui serait du coup l'hydroélectrique, qui serait 100% public aussi, mais qui serait... c'est pas une entreprise, mais c'est ce qu'on appelle une quasi-régie. Et en fait, ça va avoir des conclusions, vous allez voir l'impact que ça a. Et après, il y a EDF Vert, qui du coup serait donc solaire, éolien et Enedis. Enedis qui assure en fait aujourd'hui la distribution et la commercialisation de l'électricité, et qui serait à 35% privé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le consommateur, il passe toujours par Enedis, comme c'est lui qui distribue. Donc en fait, il va passer par Enedis, qui est EDF Vert, qui en fait va piocher dans l'un des 3 groupes. Donc Enedis, qui sont EDF Vert, et on dit, bon là, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse par rapport au prix ? Tiens, on va aller prendre un peu d'EDF Bleu, ou alors un peu d'EDF Azur, ou alors un peu de chez nous, EDF Vert, en fait. Et donc ce qui se passe, c'est que ou même d'ailleurs acheter des fournisseurs étrangers, tant qu'on y est, parce que bon, pourquoi pas. Et en fait, en gros, ce qu'on a bien compris, c'est que EDF Vert devient concurrent d'EDF. Et en fait, et en plus de ça, il est débarrassé de la dette que scoltine EDF Bleu, du coup. Donc c'est exceptionnel parce que comme il est privatisé en plus à 35%, c'est-à-dire qu'il y a 35% qui part dans les actionnaires, tu vois. Et donc bien sûr, la dette n'est pas privatisée, j'imagine. Pas du tout. Ah bah oui, Pas du tout. Voilà, Justement, elle est laissée entièrement en public. Elle est laissée 100% Pas de dette public. non plus. Pas d'être non plus. Et donc c'est encore moins d'électricité qui retombe dans les poches de l'État, donc encore moins de retombées pour le consommateur, donc les prix augmentent encore. D'accord, et donc ça, tu juges que c'est la Commission européenne. Enfin, En fait, c'est une volonté de la Commission européenne. Pourquoi ? Parce que, en fait, EDF, du coup, futur Azur, ça fait un certain nombre d'années qu'ils sont dans le collimateur de l'Europe, puisque depuis très longtemps, et en fait, ils veulent privatiser les barrages. Ils veulent vendre les barrages. Et les barrages qui sont d'ailleurs, je le rappelle, entièrement financés par toi et moi. Hein, plutôt nos parents, peut-être. Par nos parents, effectivement. Oui. Et du coup, en fait, EDF Vert, qui est bien juteux, si tu veux, le gouvernement espère... En fait, à la base, ça part d'un bon sentiment, mais en fait, ils espèrent en fait avec EDF Vert que ça va faire de l'ombre à EDF Azur pour que, en fait, l'Union européenne ne s'assure pas de ça. Sauf qu'en fait, du coup, comme on est en Europe, comme on est dans l'Union européenne, la contrepartie de la création du projet Hercule et du démantèlement de EDF, c'est que, à la base, c'était pour en finir en fait, du coup, avec l'AREN, pour pouvoir en fait obtenir l'autorisation de financer la construction de nouveaux EPR. Et en fait, c'est vu par l'Europe comme une distorsion de concurrence. Parce qu'ils disent, hop, là, vous allez diviser le groupe EDF en 3, mais comme ça, vous pensez que vous allez pouvoir construire des EPR. Non. Ce que vous allez faire, c'est que du coup, vous allez privatiser à 35% le groupe EDF Vert pour en faire un concurrent. Et comme ça, nous, après, ça va nous permettre, sur le marché d'électricité qui est européen, de pouvoir faire fluctuer les prix de l'électricité, comme on le veut, et pouvoir faire en sorte que nos concurrents aussi chez nous, ils puissent bénéficier de ça et qu'ils ne se fassent pas écraser par le géant nucléaire, en fait. Oui, il faut bien comprendre que l'Europe, que d'autres pays européens que la France avaient tout intérêt à ce que EDF n'ait plus un monopole et une puissance aussi importante à sortir sur le réseau européen. Tout à fait. Donc c'est vraiment une question de l'Europe. Donc en fait, en conclusion, on est passé d'un état en relation de tandem avec EDF
État qui file la thune, EDF qui gère tout et le consommateur qui paye pas cher, à, grâce à une espèce d'idéologie capitaliste, de la concurrence forcée sur nous, des prix qui font que monter. Bon, voilà. Une belle conclusion. Voilà, l'avenir semble radieux. Et en parlant d'avenir, je vais parler un peu de cet hiver. Cet hiver, on a eu, on a parlé tout à l'heure, hein, il y a eu l'ouverture de centrales à charbon pour compenser par rapport à l'électricité. Est-ce que vous pensez que ce genre de problématique va arriver dans les futurs hivers? Parce qu'entre l'intermittence des énergies renouvelables et la fermeture donc, de la centrale de Fessenheim, est-ce que vous pensez que ce genre de schéma peut de nouveau arriver? Je dirais probablement. Je dirais aussi quand même que il faut pas non plus imaginer que la France est 100% décarbonée dans son électricité quand même. Il y a à peu près 10% de la production nucléaire française qui est quand même carbonée, donc que ce soit gaz, charbon ou fioul, comme on avait expliqué. Donc effectivement, c'est une possibilité, en sachant que du côté intermittent, comme tu dis, des énergies renouvelables n'aide pas forcément la chose, en sachant que de manière générale, on constate que ce soit par rapport à l'éolien, qui est une des puissances les plus importantes, on a quand même une production qui est plus importante en hiver de manière générale. Donc potentiellement, mais l'avenir nous le dira. Oui, je suis d'accord, je pense que c'est tout à fait probable que ça se reproduise. En fait, comme ces énergies, comme tu le dis, sont intermittentes et pas forcément pilotables, il suffit en fait qu'il y ait un hiver où du coup on est dans cette zone-là, les réacteurs qui sont arrêtés pour des raisons de maintenance ou que sais-je, et qu'il n'y ait pas de vent et pas de soleil, et tout de suite tu passes au charbon, quoi. Ok. Malheureusement, la manière avec laquelle notre système électrique est fait suppose que tant qu'on a ces énergies-là, on peut pas remplacer en fait du pilotable par de l'intermittent, c'est pas possible. Ouais. À moins d'avoir des moyens de stockage très importants. C'est ça, voilà. C'est une technologie qu'on maîtrise pas encore. Alors si on en maîtrise, on en avait parlé des steps, Oui, je sais pas, des dernière steps, fois, voilà. mais C'est pas suffisant, je pense. Alors à l'heure actuelle, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, quand même, il y a quelque chose d'hyper intéressant qui est en train de se passer. Qu'on pense du bien ou du mal des voitures électriques, de l'avancée qui est en train de se faire, le fait d'avoir des idées, en fait, chaque voiture électrique bientôt sera branchée toujours sur un secteur, et en fait sera une réserve, une forme claire, de stockage. une sorte de, oui, ce sera un stockage, mais surtout un stockage accessible par le réseau électrique, par RTE en gros, ou Enedis. C'est-à-dire que ce sera en fait tout simplement des dizaines de milliers de petits points de stockage qui lui disent, je prends 10% par là, je prends 10% par là, ce qui pourra également aussi dans le futur commencer à combler un petit peu l'intermittence. En ordre de grandeur, ça représente quoi, finalement? Parce qu'une voiture, en capacité de stockage en puissance, ça stocke, Ah oui, non, mais ça stocke très peu. pas grand-chose. Ouais. Après, en fait, ce qui est intéressant à juger, c'est l'effet volume. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, que ce soit les bornes de recharge qui auront bientôt également leur système de recharge pour pouvoir compenser les fluctuations du réseau, que ce soit les voitures électriques qui auront également, voilà, donc on va dire, peu importe ce qu'on pense du principe des batteries, etc. En tout cas, pour le réseau, pour la maintenabilité du réseau, par rapport aux énergies intermittentes, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Et c'est ce qu'on appelle le smart grid qui est développé par Enedis et RTE. Exactement, j'ai rebondir là-dessus et présenter ça, mais le smart grid, c'est vraiment un truc de fou quand même, je trouve, parce que ça utilise justement les IA et compagnie pour en fait adapter le réseau en tout temps. En fait, tu aurais genre un appartement dans lequel tu as plusieurs maisons, plusieurs loyers, et genre, je sais pas, il y en a un qui part en vacances par exemple, et en fait, tu as le réseau le sait, en fonction de la consommation qui est drainée sur le réseau à l'instant T. En fait, il peut redistribuer en fait, et un petit peu changer le réseau pour faire en sorte d'économiser un petit peu d'énergie. Parce qu'en fait, comme c'est à plein d'endroits, un peu partout. Ça se fait à l'échelle de foyer, de quartier? Ah bah non, à l'échelle départementale. D'accord, ok. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Et en fait, ça permet de faire une gestion en fait, du réseau qui est absolument plus intelligente et optimisée. Et comme on l'avait dit déjà, ça a déjà été dit dans plusieurs épisodes, l'électricité ne se stocke pas. Et du coup, il faut qu'en tout instant, consommation égale demande. Et du coup, si on peut avoir vraiment une mesure très fine de ça, ça permet d'encore mieux gérer justement le pilotable et surtout de pouvoir bénéficier de meilleure manière des sources intermittentes. C'est que là, pour le coup, la technologie peut vraiment servir. Je vous propose de nous diriger cette fois sur le volet politique avec un extrait de Jean-Luc Mélenchon au grand jury de RTL du 9 janvier 2022 et on se retrouve juste après. Alors, les éoliennes terrestres, c'est pas la bonne idée. Beaucoup de gens sont contre, ça fait des histoires, on peut en mettre, faut pas non plus exagérer, on peut en mettre. Mais la beauté des paysages, ça compte, les gens ils sont pas prêts. Vous savez, on va appeler les pylônes à haute tension, je vous rappelle que quand même, dans le passé, on n'est même pas non plus trop ça, mais à certains moments, on était fiers, ça a changé. L'éolienne qu'il faut installer, c'est l'éolienne offshore, c'est-à-dire en mer. Et ça nous, Français, nous savons faire des éoliennes qu'on met à 22 km de la côte.
l'école des ingénieurs de Nantes a le prototype. Vous êtes allé. Nous savons. Eh ben oui. Oui. Mais donc, si on peut le faire, posons-nous la question. J'ai déjà répondu qu'il était possible de remplacer les réacteurs nucléaires qu'il faut impérativement arrêter Mélenchon. par des éoliennes qui sont en mer. On arrivera, alors pas que, mais avec l'ensemble des moyens qui permettent de faire des énergies alternatives, on peut très bien remplacer parole. ces réacteurs. Voilà, merci Jean-Luc Mélenchon pour votre avis. Du coup, donc Jean-Luc Mélenchon Parole aux électeurs alors. Voilà, Jean-Luc Mélenchon veut donc du 100% énergie renouvelable en 2050. Est-ce que c'est possible? Non, c'est impossible. C'est impossible dans le monde dans lequel on vit. On ne peut pas aujourd'hui assurer la demande électrique qui est celle de la France ou de l'Europe de manière générale en faisant du 100% ENR, c'est impossible. Alors moi j'ai un avis qui est un petit peu différent quand même. On va parler un petit peu après du scénario RTE. Donc RTE, comme on disait, c'est une entreprise publique qui s'occupe du transport d'électricité au niveau national. Ce rapport exprime clairement dans les faits que aujourd'hui, si on veut garder les deux options les plus importantes, enfin les deux caractéristiques de notre réseau les plus importantes, c'est-à-dire une souveraineté au niveau national et une émission de carbone, une émission décarbonée plutôt, excusez-moi, en fait c'est possible. Par contre, effectivement, on y reviendra un petit peu après, il va falloir mettre des moyens qui sont colossaux. Pour revenir à l'éolien offshore, je pense que M. Mélenchon sait aussi qu'il y a des paysages aussi proches de la mer, et qu'en fait, quand on voit les projets éoliens à Saint-Nazaire ou peu importe où, on voit qu'il y a également de la contestation, qu'il y a également des problématiques au niveau local, qu'il y a la pêche, que Sea Shepherd, qui est une association environnementale, commence aussi à se porter contre ce type de projet. Donc en fait non, l'offshore c'est une des solutions, c'est pas la solution miracle. Monsieur Mélenchon dit que les éoliennes terrestres c'est fini parce que personne n'en veut. Moi, c'est pas un argument que je trouve recevable, quoi. Mais techniquement, si on fait un petit ordre de grandeur, est-ce que vraiment l'éolien offshore peut remplacer des réacteurs nucléaires si on fait par exemple si on parle puissance? Quand on parle des facteurs de charge, excusez-moi, vas-y, je fais ça. Non, c'est juste que ça dépend de la quantité que tu en mets. Oui, En fait, il faut un parc entier. Et en fait, en fait, j'ai un petit peu de mal avec cette notion parce que moi, je trouve qu'on compare pas c'est pas très homogène comme comparaison en fait. J'ai du mal à comparer une puissance. En fait, il faudrait comparer en puissance installée ou en puissance, tu vois. Même en fait, pas. T'as dit facteur de charge. En fait, je pense que c'était effectivement le mot clé. Les éoliennes en fait ne sont jamais au maximum de leur capacité installée parce que justement, elles dépendent des conditions météorologiques et que c'est comme ça. C'est un fait de conception et que en fait, pour remplacer en fait des sources. Des moyens de production qui sont pilotables, je pense qu'il faut le remplacer par d'autres moyens de production qui sont pilotables. Et je pense que c'est compliqué de comparer et de dresser un bilan en disant, en théorie, on pourrait remplacer cette centrale par tant d'éoliennes, sauf que des fois, elle marche pas, les éoliennes. Tu vois, ou alors elle marche, si elle marche, mais genre elle marche à des puissances qui sont vraiment très inférieures de ceux qu'elle pourrait faire dans le meilleur des cas. Et est-ce qu'il y a des alternatives donc pilotables au nucléaire? Bah oui, le charbon. Le charbon, le gaz, le fuel. Oui. Ou le stockage. Donc, oui, c'est ou l'hydro. Ou l'hydro. Mais bon, on a le stock. L'hydro, on est full capacité, full capacité. On peut pas en mettre plus. Pour revenir un tout petit peu sur le facteur de charge, donc facteur de charge du nucléaire, on parle entre 80 et 90% par rapport aux maintenances, etc. L'éolien offshore, on est un peu plus que l'éolien sur Terre, parce que l'éolien sur Terre, on est à peu près à 25%. L'éolien offshore, on est à 40%. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi c'est mieux? Pourquoi c'est meilleur? Parce que les régimes de vent sont plus importants, parce que plus tu es éloigné des côtes, plus tu as des vents, des courants marins et des courants d'air marins qui sont plus importants. Il faut savoir aussi que les éoliennes offshore sont beaucoup plus massives, beaucoup plus puissantes. D'accord. Voilà, donc on va dire au niveau de la puissance, pour donner un ordre d'idée, une éolienne sur Terre c'est entre 3 et 5 mégawatts, donc on n'est pas du tout sur la même sorte de grandeur que toi. Par contre, sur les éoliennes en mer, on est plutôt entre 8 et 20 en gros. Sur des puissances unitaires. À 20, ça commence à être pas mal. Ouais. On va dire là, les dernières qui sont sorties, c'est vrai, des prototypes, mais on est à 18 MW. Quoi. Donc c'est quand même impressionnant. On parlait des SMR tout à l'heure, qui est à 50, l'ordre de grandeur n'est pas si différent. Mais par exemple, les projets portés offshore sont des projets d'entreprises privées. Voilà. Et c'est ça un peu le problème qui s'est passé, notamment avec Iberdrola. Il y a eu un scandale il n'y a pas si longtemps par rapport à l'attribution, parce qu'en fait, on est d'accord qu'on est sur des marchés publics. Donc, c'est-à-dire que c'est l'État qui en fait, va subventionner massivement les entreprises pour produire l'électricité. Et sauf qu'en fait, EDF était extrêmement bien placé. Et en fait, il y a eu je sais pas exactement ce qui s'est passé, franchement, je ne vais pas dire de bêtises, mais EDF était très bien placé, mais n'a pas obtenu le marché, alors qu'il aurait dû l'obtenir d'après les conditions de l'appel d'offres. Donc, c'est donc Iberdrola, un géant espagnol, qui l'a obtenu. Mystère. Voilà.
Difficile à savoir. Bon, c'est un jeu d'acteur où le contribuable paye parfois Ah un bah peu c'est les toujours pots. nous qui payons. C'est Exactement. dommage. Bon, j'ai envie de parler un peu donc avenir avant de clôturer l'émission. Tu m'as introduit tout à l'heure le sujet avec le scénario donc avec RTE. Bon, pour l'énergie, tout le monde y va de son scénario. Hein. C'est vrai que là récemment, je crois il y a quelques jours là, au moment où on enregistre, il y a eu des scénarios qui ont été publiés par l'ADEME. Il y a des scénarios publiés par l'association Négawatt et en effet, il y a des scénarios qui sont publiés donc par RTE. Donc on va prioriser les scénarios pour 2050 de RTE qui ont été publiés en octobre 2021. Donc je vais aller assez vite. Hein. Il y a eu donc 6 scénarios. Donc le scénario 1, là je le lis. Donc c'est la sortie du nucléaire avec 100% d'énergie renouvelable. Les scénarios 2 et 3, c'est 13% de nucléaire. Le reste, c'est principalement donc des ENR, donc je ne rentre pas dans les détails. Le scénario 4 et 5, c'est à peu près un tiers de nucléaire avec un développement des EPR. Et enfin, le scénario 6, c'est 50% de nucléaire avec des EPR ou bien les SMR donc, que Macron souhaite développer. Donc là, actuellement, on est sur un scénario 6. Là, actuellement. On est sur 50%, on vise 50% de nucléaire en 2050. Bah, c'est difficile à dire, les élections arrivent dans 2 mois, on verra Oui, bien. c'est de ouf. Ouais. C'est très politique malheureusement. Juste une petite chose, il y a 2 choses que je voulais dire par rapport à ça. RTE, donc il a fait un rapport hyper intéressant, etc., que je vous invite tous à lire sur le site. La première chose qu'il dit quand même, c'est que peu importe ce qu'on choisit, il faut agir maintenant. Parce que là, en fait, toi, tu parles de pourcentage d'électricité, etc. exactement, On voilà. parle c'est un scénario à 2050. Ouais. Il dit, dans tous les cas, quoi qu'on choisisse, il faut le faire maintenant. La seconde chose qu'il dit aussi, c'est que tu parles du scénario 1 qui est 100% énergie renouvelable, ce qui est prôné par beaucoup de candidats à l'élection présidentielle. Ce scénario-là, il est stipulé, voilà, il est écrit noir sur blanc qu'en fait, si on veut se lancer là-dedans, il faut le faire maintenant, il faut le faire massivement, parce que en gros, le développement doit être tellement important qu'il doit être plus important que ce que l'Allemagne a fait au tout début du développement des énergies renouvelables. Donc on va dire, si on veut se lancer là-dedans, ce sera la décision politique, il va falloir mettre le paquet, que ce soit financièrement ou au niveau des... Est-ce qu'il y a En fait, il y a une incertitude pour moi qui me pose problème avec ce scénario des 100% renouvelables. En fait, c'est qu'il faut impérativement avoir des capacités de stockage aussi également. Et là, il y a quand même une incertitude physique là-dessus. Alors oui, non, parce que donc on parlera des coûts après, parce que bien sûr les coûts vont découler de ça. Mais en fait, RTE quand même a précisé tous les systèmes de stockage qui étaient inhérents à ce type de scénario. scénario. Ouais. Mais par exemple, oui, parce que du coup, toi, par exemple, toi qui travaille Benjamin, qui travaille dans le nucléaire, c'est sûr que toi, tu prioriserais le scénario 50% nucléaire, ou même toi, carrément, tu maintiendrais, par exemple, 70% nucléaire comme c'est actuellement. Bah, en fait, le problème en fait, c'est pas tant une question de pourcentage ou de prorata. Oui, bien sûr, machin. C'est comme le fait de faire 100% pour faire 100%, c'est stupide. Mm. En fait, c'est surtout que le nucléaire, malheureusement, n'a pas été fait de manière durable. On parlait tout à l'heure, encore une fois, de la fermeture du cycle et de différentes gestions de commerce, etc. Mais en fait, c'est juste que il faut... en fait, on force, si tu veux, les décisions des générations futures en imposant en fait des doxa sur un mix donné. En fait, le fait de vouloir reprendre ou arrêter telle énergie pour des raisons politiciennes plutôt que pour des raisons de vraiment d'un mix, de se dire, bon, ouais, est-ce que je veux 70%, 50% parce que j'aime bien ou j'aime pas? C'est pas la bonne truc. Il faut se dire, bon, c'est quoi le mix qui va arriver à concilier l'intégralité de nos objectifs, à savoir du coup une décarbonation, Voilà, c'est quoi, un prix le plus faible ouais. possible. Mais en fait, on peut pas savoir. En fait, c'est super compliqué parce que ça dépend de tellement de facteurs, je trouve. Et surtout, encore une fois, de facteurs physiques. En fait, il y a des incertitudes réelles sur les capacités de distribution et de stockage dans les années à venir. En fait, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment en fait trancher aujourd'hui de si on est dans la bonne direction ou pas au niveau du mix énergétique français. En fait, je saurais même pas te dire si 50% c'est mieux que 70 ou pas. En fait, tout ce qui compte, c'est que on arrive à nos objectifs de neutralité carbone. C'est ça, exactement. Ouais. Et Mais par contre, ce qui est intéressant dans ce qu'on paye pas scénario, cher. c'est qu'on constate qu'en 2050, en fait, on pourra même pas avoir de 70-80% de nucléaire. Parce qu'en fait, vu que les parcs. Oui, voilà. Ouais. Enfin, ça, c'est vachement intéressant. Je trouve que c'est une conclusion qui est assez bonne du scénario. C'est qu'en fait, même si jamais on décide à réinvestir dès aujourd'hui, dans 2050, dans 30 ans, on ne pourra pas avoir le mix énergétique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Du coup, forcément, c'est impératif qu'on développe dans tous les cas les ENR. Dans ce cas-là. En tout cas, Si on réinvestissait dans le nucléaire. Ce qu'on constate, c'est que même le scénario le plus favorable au nucléaire, Ouais. qui parle de 50% de nucléaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 50% d'énergie renouvelable. Mais en fait, 50% d'énergie renouvelable, aujourd'hui, on en est loin. On est, Là, on est actuellement, pour le solaire et l'éolien, on est à peu près on est à une dizaine de pourcents.
même Ouais, pas. 10%, Ouais, 10-15%. 10-15%, ouais. Sachant que l'hydraulique prend une énorme part. Donc, Oui. non, on n'est pas sorti des ronces. Oh là là, ouais, c'est voilà, beau, voilà, ouais, merci. c'est beau, excusez-moi. Là, j'ai envie de parler, bien sûr. Là, il nous reste 4 minutes devant nous. Et j'aime bien sûr, je pense que ça intéresse les auditeurs. Dans tous ces scénarios, qu'est-ce qui va coûter le plus cher aux contribuables? C'est compliqué. En fait, ça dépend de beaucoup de ce qu'on disait aussi avec le projet Hercule tout à l'heure. C'est que, en fait, si jamais c'est pas l'État qui investit et qui se charge de réaliser en fait tout le projet, que ce soit de la conception à la distribution et compagnie, si tu relègues ça à des entreprises privées, forcément les factures vont augmenter. Et tu perds de la mécanique. souveraineté en plus. Parce que du coup, tu soumets ça à la loi du marché. Et en fait, l'idéologie capitaliste semble dire que le marché, c'est forcément l'optimum, en fait. Tu vois, c'est que forcément, le marché est optimisé par nature, alors que pas du tout. L'histoire le montre. Comme les prix n'ont jamais été aussi chers. Ouais. Et en fait, quel scénario coûtera le moins cher alors peut-être que quelqu'un sait, moi je sais pas. Moi je saurais pas dire du tout. Hein. Non, mais c'est que ton regard par rapport à la Et- privatisation, c'est une réponse en soi. Hein, c'est Ouais, clair. je pense qu'il y a vraiment un lien avec ça. Et puis il y a aussi, mine de rien, sur des échelles beaucoup plus grandes, on sait aujourd'hui que les grands axiomes de l'économie moderne sont basés quand même sur le coût du pétrole, qui en 2050 sera quand même, on sera quand même vraiment dans un autre monde vis-à-vis du pétrole justement. Et c'est très difficile de savoir l'impact que ça va avoir sur toutes les autres énergies aussi. Par exemple, on a vu récemment que, c'est pour des raisons géopolitiques aussi, mais les embargos de la Russie sur le gaz ont fait monter les prix de l'électricité. Alors on pourrait se dire au premier abord, c'est quoi le rapport, quoi? Et en fait, c'est parce qu'il y a des jeux politiques et stratégiques énormes qui font qu'à la fin, les factures d'électricité augmentent alors que c'est un embargo sur le gaz. On peut se demander qu'est-ce qui se passera sur le pétrole, du coup. Quand il n'y aura plus de pétrole, est-ce que des énergies qui pourtant n'en dépendent pas du tout, même si, bon, aujourd'hui, en fait, tout dépend du pétrole, parce que rien Oui, que le bien sûr, transport, bah, voilà. surtout un textile. Est-ce que les prix vont pas exploser juste à cause de ça? Est-ce que même en ayant un super scénario en hypothèse à 70% ENR, en fait, le fait qu'il n'y ait plus de pétrole, alors que c'est justement pour ça qu'on a développé les ENR, eh ben, ça fait que les prix vont exploser, tu vois. C'est pour ça que le désir de souveraineté, au moins national, voire européen, a du sens. C'est-à-dire qu'au moins, au moins limiter l'interdépendance C'est ça, entre les pays. Tout à fait. Sauf qu'après, là, ce que démontre notamment le projet Hercule, c'est que la souveraineté européenne n'existe pas, en fait. Voilà. Pas de souveraineté européenne, c'est un non-sens. Et toi, Victor, c'est quoi ton regard sur le coût pour conclure? Alors mon regard sur le coup, il est, alors on va dire, il y a des politiques qui disent que ça coûte beaucoup moins cher le renouvelable. Je pense que dans les faits, ce qui est important de voir, c'est que ça fait 40 ans qu'on a une électricité qui est une des plus basses d'Europe et que c'est 100% lié au développement du nucléaire dans les années 70. Ce qui est important aussi à considérer, c'est qu'en fait, depuis la création du parc nucléaire, on a, comme on disait tout à l'heure, organisé le réseau électrique autour de cette centralisation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des productions de masse je crois qu'il y a 18 sites en France de nucléaire, voilà, une centralisation de masse à 18 endroits différents, ce qui fait qu'en fait on a, je sais pas si vous êtes déjà allé à côté d'une centrale nucléaire, c'est hyper impressionnant, on a 2 tranches, 4 réacteurs, et on a des dizaines de kilomètres de fils qu'on voit partir vers la France entière, quoi. Et ça, clairement, ça veut dire que tout a été organisé, et ça veut dire qu'en fait, quand on va développer les énergies renouvelables, parce que d'après RTE, ça paraît une évidence. Ça paraît une évidence, voilà. Quand on va développer massivement les énergies renouvelables, on va avoir ce qu'on appelle la décentralisation de la production, qui va dire que, comme je disais tout à l'heure, dans des coins reculés, dans des zones rurales, on va avoir où à la base on était juste faiblement consommateur, on va être fortement producteur. Voilà. Et donc en fait, forcément, ça va amener une modification importante du réseau, sans parler du stockage. Et en fait, cette modification du réseau et du stockage, il faut la prendre en compte, en fait. Et c'est ça que RTE d'ailleurs ne le fait pas. Et il le dit très précisément, parce qu'il dit en fait, c'est impossible, en gros, d'essayer d'imaginer les modifications du réseau et du stockage pour mettre en place tous ces scénarios-là. Donc voilà, on va dire que moi, ce qui me paraît le plus cohérent au niveau économique, c'est de relancer dans tous les cas la création de centrales nucléaires, en sachant que le développement des énergies renouvelables aujourd'hui paraît inéluctable, quoi. Voilà. Hyper cohérent. En espérant que le contribuable ne paye pas trop. Voilà, merci beaucoup. Il est temps de laisser l'antenne. Franchement, merci à vous deux. Hein. Merci à toi, Jordan. C'était vraiment beaucoup trop Merci bien. à toi. Les habituelles questions personnelles, vous les retrouverez en vidéo sur Instagram et Facebook, sur la page du podcast. On se retrouve très vite sur Radio Alliance Plus et Rage pour On n'est pas sorti des ronces. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.